Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Behind the Scene de Dies Irae consacré au chapitre 6. Alors le chapitre 5 qui clôturait un hypothétique volume 2 en version light novel se terminait donc avec la première apparition de l'homme tapis dans l'ombre qu'on avait entreaperçu à la fin du premier chapitre. Donc là ça y est, il apparaît en pleine lumière et aussi dans la scène juste avant qu'il apparaisse, il y avait Michael qui laissait sous-entendre que quelqu'un avait dû aider Satan pour qu'il arrive à rentrer dans le palais, qu'il avait eu une aide intérieure, et que du coup m'a fait savoir qui était le traître. Donc c'est vrai que ça aurait pu être un mystère que j'aurais pu faire durer, mais je trouvais que c'était un peu bête. Il y a déjà suffisamment de mystères et de questions que les gens peuvent se poser dans la Dies Irae sans forcément rajouter une question, on va dire, un peu bâtarde. Donc c'est pour ça que j'ai eu le parti pris de faire commencer le chapitre 6 avec directement la révélation qu'en fait c'était l'homme tapis dans l'ombre qui l'avait fait rentrer. Et je trouvais que ça faisait bien écho justement avec la scène qui clôturait l'épisode 5, puisqu'on découvre qu'il observe un peu dans l'ombre tout ce qui se passe, donc de montrer que depuis le début il était là, que suite à la petite scène qu'on avait eue avec lui, d'ailleurs qui est reprise dans ce début de chapitre 6, la scène entre Dieu et l'homme tapis dans l'ombre qui clôturait le premier épisode, donc elle est reprise là et on voit la continuation. Donc ça montre comment Satan a pu rentrer, et ça aussi ça permettait d'introduire le personnage de Bélial, qui est un peu le second, on va dire, de Satan. Bon, ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que toute sa hiérarchie des enfers et des démons sera expliquée plus tard dans la série, donc je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Donc ça va être d'introduire Bélial qui réintervient plus tard dans l'épisode. Et puis justement, on s'est commencé petit à petit à rajouter un peu de la profondeur aux enfers, parce que bon, depuis le début, on parle beaucoup du paradis. C'est vrai que l'enfer, hormis Satan, on n'avait pas vu grand chose. Donc là, on a une premier petit détail sur l'enfer et les personnes qui la peuplent. Ça permet aussi du coup de revenir sur Satan, de voir que ça lui avait fait quelque chose de revoir Michael, c'est que Satan est toujours très dans l'humour, très à se donner en spectacle. En fait, chacune de ses apparitions, il joue un rôle, il veut jamais laisser transparaître ce qu'il ressent. Donc là, à ce moment-là, de montrer que de revoir Michael, ça lui a fait quelque chose. On voit qu'il y avait un lien qui existait entre eux. Quel est ce lien? Et là aussi, il sera développé plus tard. Donc voilà, ça c'était l'introduction de ce chapitre. J'ai voulu revenir un petit peu en arrière. Puis c'est vrai que le thème principal de ce chapitre 6, qui s'appelle l'arrestation, c'est que justement c'est de revenir un peu en arrière. C'est-à-dire que là, les 5 premiers chapitres constituaient un peu l'arc introductif, ça introduisait le monde des esprits, le monde du palais céleste. Le héros commençait à découvrir ses pouvoirs. Donc là, le chapitre 6, ça lance ce que j'appelle l'arc, la trilogie de l'Eliel. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Et donc du coup, je me suis dit que c'est vrai que c'est beaucoup axé sur le passé, donc c'était normal que le premier épître soit axé sur le passé. Alors là aussi, une petite explication s'impose. On va peut-être me dire, mais pourquoi avoir fait un épisode autant centré sur le passé alors que la série est pas très vieille, ça fait que 5 chapitres, même si ça représente un an de publication. Mais c'est surtout lié au fait qu'à l'époque, la première version de Dies Irae, cet épisode-là, c'était le 8e, si je me souviens bien. Le 8e, oui, le 8e, c'est ça, puisqu'après c'était le deuxième volet de la trilogie L'Eliel. En fait, dans cette version-là, j'ai interverti les premiers et deuxième épisodes, ce qui constitue l'épisode 7 de la version actuelle, était se passer avant l'arrestation. En fait, on avait d'abord cet épisode-là, ensuite Kim se faisait arrêter, et donc après il y avait le dernier épisode qui clôturait donc cette trilogie qui était à l'époque le 9e et qui cette fois-ci sera le 8e. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu avec toutes ces histoires. C'est vrai que de réécrire la série, ça m'a permis de changer pas mal de choses, de redispatcher différemment. Et c'est vrai que du coup, cette trilogie d'Eliel, elle va avoir plus d'importance que ce qu'elle en avait eu à l'époque. Et notamment, le personnage de L'Eliel aussi a beaucoup changé. Lui, il a introduit dans le deuxième épître, quand les séraphins exposent leur plan au Très-Haut. C'est vrai, à la base, dans la première version, L'Eliel, c'était un dominion parmi d'autres. C'est vrai que comme dans la première version, ça s'appelait l'Armageddon, c'était vraiment le monstre de la semaine, c'était l'ange de la semaine. Et c'est vrai que voilà, chaque épisode avait
un ange différent, qui au fur et à mesure ça montait en puissance. Et donc Léliel qui est arrivé au niveau de Mur, c'était un ange parmi d'autres, il n'avait pas de statut particulier. Mais par contre, pourquoi la trilogie Léliel? Parce que c'était le premier ange, parmi les séraphins, à durer plus d'un épisode. Alors que c'est vrai que dans cette nouvelle version, ben, c'est plutôt l'inverse. Bon, il y a plusieurs noms qui ont été nommés, on les a pas forcément vus, mais donc tous les anges qu'on a vus, depuis Azraël, il n'y a pas eu de mort. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu le truc qui change. Et c'est vrai qu'après réflexion, ça me paraissait plus logique. C'est vrai que là, au moins, ça permet d'avoir un flou. Ça expliquer pourquoi le paradis, il va pas plus fort que ça contre Ben. Parce que c'est, on va dire, bon, au final, il a tué que Azraël. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, si c'était vraiment de son fait ou s'il y a eu un élément extérieur qui a fait que. Donc ça peut s'expliquer qu'ils ne savent pas trop comment le prendre. Alors dans la première version, dans chaque épisode il tue un ange, on peut dire mais arrive un moment, le paradis il attend de quoi pour envoyer les poids lourds pour se débarrasser de ce mec parce que il va dessouder un ange toutes les semaines, il va plus rester grand monde. Donc là dans cette version là, c'est vrai que du coup ça a changé. C'était pas le premier ange à rester longtemps, donc pour lui faire une petite spécificité, ben, vu que dans les épisodes précédents, le personnage de Zeruel, j'en avais fait l'aide de camp de Raphaël, je me suis dit, ben, ce serait logique que Gabrielle ait un aide de camp elle aussi, et donc ben, pourquoi pas faire de Lélie un aide de camp, ce qui était aussi logique, parce que si vous vous souvenez, dans le chapitre 4, quand on explique la hiérarchie angélique, on voit que chaque séraphin gère 3 rangs d'anges, et c'est vrai que Zeruel est un principatus, enfin un principauté, qui correspond le rang le plus élevé des anges que dirige Raphaël. Et d'un autre côté, la trilogie d'anges que dirige Gabriel, il y a les vertus, les puissances et il y a les dominions qui sont les plus hauts dans la hiérarchie. Et pareil, comme l'Éliel c'est un dominion, on va dire que son aide de camp provienne de cette caste la plus importante. Ça paraît assez logique. Mais du coup, c'est vrai que le personnage a beaucoup changé parce qu'à l'époque, c'est vrai que le seul trait caractéristique qu'il avait, c'est en gros, c'est qu'il était ambitieux. Il avait envie de monter dans la hiérarchie, d'être un dominion, ça ne lui plaisait pas. Alors, ce trait-là de caractère, je l'ai gardé, même si on ne le voit pas trop dans ce chapitre-là, on le verra plus tard, notamment dans le chapitre final de la trilogie de l'Éliel. Mais donc, du coup, effectivement, il est de camp d'un séraphin, donc il est assez haut dans la hiérarchie. Mais voilà, par contre, du coup, comme Gabriel, c'est quand même un très fort caractère. Puis qu'elle aime vraiment pas l'opposition, c'est pour ça que là du coup Léliel c'est devenu un peu un mec fluet, un peu l'éminence grise, l'âme damnée qui reste dans son coin et qui dit oui, dites-moi ce que vous voulez que je fasse, je le ferai, qui se met pas trop en avant, un peu obséquieux quoi. Donc c'est vrai que ça c'est un des gros changements qu'il y a eu par rapport à la première version. Là aussi bah, du coup le fait que cette arrestation se passe en premier, puisqu'avant bah, ça c'était la suite de ce qui était passé dans l'épisode qui était un épisode des esprits frappeurs. Comme il se passait avant, il se passait quelque chose dans cet épisode, et quand du coup Kim retombait sur l'Éliel dans l'épisode d'après, ben, il l'a arrêté. Il y avait dans l'époque c'était logique, là comme ça commence, ben, là du coup on voit le moment où ils viennent arrêter Kim, qui est en train de discuter avec donc, sa copine Sandra. Donc c'est vrai que là aussi à l'époque les moissonneurs c'était pas quelque chose à laquelle j'avais pensé, donc Kim n'était pas une moissonneuse, donc là aussi à partir du moment où elle fait partie de l'institution, on veut bien qu'elle soit un petit peu solitaire, mais c'est normal qu'elle ait quelqu'un. Donc j'ai développé un peu le personnage de Sandra qu'on avait croisé dans l'épisode 3 quand Ben était à la recherche de Kim. Il l'avait croisé, mais plutôt que de créer un nouveau personnage, je reprends un qui a déjà été introduit et pour le développer un peu plus. Donc ça permet de voir, on voit qu'elle connaît bien, elle a l'air de bien connaître Kim, elle la titille un peu sur sa relation avec Ben. Donc là, je trouvais ça c'était un petit peu léger, ça permettait un peu de montrer que Kim c'était pas juste la fille un peu froide qu'elle avait pu paraître dans ses premières apparitions. Et puis du coup ça mettait en place un peu l'état d'esprit du personnage avant qu'elle se fasse arrêter. Et c'est vrai que du coup, dans cette version-là, autant le côté résumé un peu de ce qu'on a vu avant était peut-être moins obligatoire parce que la série était quand même assez fraîche, même si comme je disais, il y a quand même un an qui s'est écoulé entre le premier épisode, la publication, je vais arriver du premier chapitre et la sortie de du 6e chapitre. Mais c'était quand même, on peut dire que les gens s'en souviennent, on a des séries comme Game of Thrones qui ont 50 milliards de persos, avec des familles qui s'entendent pas, les relations avec les uns et les autres.
Je pense que les gens sont un peu familiers de ces séries un petit peu, on va dire, compliquées, avec beaucoup de monde. Mais là, surtout, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est un peu ces confrontations d'ego. Parce que c'est ça que du coup, Kim se retrouve un peu opposé, d'abord, elle se retrouve à Eliel, puis après, elle s'est interrogée par Gabriel, puis Raphaël. Donc c'est vrai que j'ai voulu beaucoup plus mettre en avant ces confrontations. C'est vrai que du coup, ça crée une petite rivalité, on va dire, entre Gabriel et Kim, qui sera exploitée par la suite. Et puis ça permet aussi de donner une plus grande importance au personnage d'Hiroel, parce que Hiroel, bon, il a déjà été introduit dans l'épisode 3, l'Ange de la Terreur. Ça, c'est un personnage qui est arrivé tardivement dans la première partie de l'histoire. Mais disons que j'aimais bien ce personnage, donc à l'époque j'avais déjà fait une première réécriture de la série, et je l'avais introduit dans cet épisode-là en tant qu'observateur. Il observait dans un interrogatoire avec l'Ange de la Mort, comme c'est le cas là aussi. Sauf que quand j'en suis arrivé à écrire son apparition dans Dies Irae, je me suis dit qu'un mec comme Hiroel, il ne peut pas se contenter juste de regarder. Voilà, on l'avait déjà vu dans l'épisode 3 quand il apparaît pour la première fois, qui venait voir Jophiel, qui est pourtant un des premiers anges à avoir été créé par le Très-Haut, c'est quelqu'un de respecté, c'est le chef de son corps, et il arrive et il lui parle comme il parlerait à n'importe qui, sans montrer plus de respect que ça. Donc dire qu'un mec comme ça se contente d'aller regarder un interrogatoire, soit dans l'interrogatoire il se passe pas grand chose, je trouvais que ça collait pas avec son caractère, donc ça, du coup là c'est là qu'il décide d'intervenir un peu plus, et ça m'a permis de commencer à montrer un peu quelques bribes du passé de Kim, qui jusqu'ici a été assez mystérieux. Et du coup, voilà, on voit cette scène où il lui fait se rappeler des éléments de son passé qu'apparemment elle voulait oublier. Donc, qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce que c'est que ces choses qu'elle voit par flash? Ça sera plus développé dans l'épisode d'après, dans le chapitre 7. Donc, je rentre plus dans le détail dans le behind the scene de cet épisode-là. Et là aussi, quand je parlais de confrontation d'ego, c'est vrai que vu qu'à l'époque, l'arrestation et l'interrogatoire constituaient la deuxième partie de cette trilogie, la libération de Kim intervenait dans le chapitre 3 quand il y avait le combat final, on va dire, contre les Liels, où en gros il dit voilà, j'ai Kim, tu veux la récupérer, viens m'affronter. Là, en ayant échangé la position de cet épisode, on ne pouvait pas garder Kim à part. À un moment, j'avais pensé à dire qu'en gros il l'a relâchée et qu'elle elle gardait pour elle ce qui lui était arrivé. Sauf que vu ce que faisait Hiroel, je me disais ça peut pas passer aussi simplement. Et puis bon, ça fait un peu ridicule, il s'est fait arrêter pour se faire interroger et il la libère comme ça. Je trouve ça un peu dommage. Et en réfléchissant de la meilleure façon dont ça pouvait se terminer, c'est là que j'ai eu cette image de Michael et de Silverman côte à côte en train d'interroger Ben. C'est là que j'ai vu cette image et ça m'a fait délirer. C'est vrai que c'est le genre de choses, et ça peut pas arriver, parce que c'est deux mondes à part. Silverman, c'est le monde physique, Michael, c'est paradis. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucun moment scénaristiquement qui pourrait justifier que ces deux personnages interagissent, ou du moins soient du même côté. Donc c'est quand j'ai pensé à ce truc de dire, si Ben venait pour libérer Kim, comment ça pourrait se passer? Et ben voilà, c'est qu'il découvre, grâce à l'aide de Charles, où est retenu Kim, qu'elle est retenue au siège des moissonneurs, qui se révèle être en fait un commissariat de police. Ça reste cohérent avec l'univers qu'on a mis en place, c'est vrai que ça n'a pas été trop explicité, mais donc tout lieu qui existe dans le monde des esprits, il est équivalent à un lieu qui existe dans le monde réel, justement pour éviter que les esprits s'y perdent. Donc effectivement, un lieu d'autorité dans notre monde, ce sera un lieu d'autorité de l'autre côté. Donc c'est un commissariat de police dans la vraie New York. Dans l'autre monde, il n'y a pas besoin de police, parce que c'est les anges qui s'occupent de ça. Donc, qu'est-ce qui est le plus proche d'un organe policier dans ce monde-là? C'est les moissonneurs, parce que c'est eux qui vont récupérer les âmes et qui les font rentrer dans la boucle du monde des esprits. Donc, je l'ai fait là, et partant de là, je dis, s'il doit y aller, forcément, il ne peut pas rentrer dans un commissariat comme ça. Je ne fais que passer, je visite les bureaux, tout va très bien. D'où cette idée de dire, il utilise Silverman comme prétexte, en fait, comme il sait que Silverman attend que ça de pouvoir l'interroger. Et il dit tiens voilà, je vais en profiter, et du coup je vais essayer de retrouver Kim par là. Et donc ça a permis de faire cette scène là qui m'a vraiment plu, même si je pense que j'aurais peut-être pu le faire mieux que ce que je l'ai fait. J'ai trouvé ça intéressant en fait de retrouver avec cet interrogatoire croisé entre Michael d'un côté qui pose ses questions liées au paranormal, et Silverman lui qui pose des questions plus terre à terre.
Et ça permet en fait à Ben lui-même de se poser des questions, puisque jusqu'à présent il s'était jamais vraiment, quand on lui demande, quand Michael lui demande mais depuis quand exactement vous avez vos pouvoirs, c'est vrai qu'il réfléchit que qu'il a ses pouvoirs qui sont encore là. Maintenant, il repense à ce qui s'est passé lorsqu'il s'est disputé avec son frère. Et effectivement, il dit mince, mais est-ce que j'aurais pas occulté, est-ce que j'aurais pas eu ces pouvoirs avant, qui étaient latents, et qui en fait, certes, c'est peut-être l'accident qui les a réveillés, mais est-ce que c'était ça, ou est-ce que c'est un élément qui a eu lieu lors de l'accident qui me les a donnés? C'est vrai que ça, à ce moment-là, il s'était jamais posé la question, et donc du coup, c'est vrai que ça pousse tout le monde à se demander, mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il se serait passé quelque chose à ce moment-là? Est-ce que c'est ça qu'on aurait pu dire? Comme souvent, il y a un traumatisme, ça réveille un pouvoir latent. Oui, mais est-ce que c'est vraiment que ça? Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose à ce moment-là, puisqu'on n'a toujours pas d'explication de qu'est-ce qui a provoqué cette explosion? Est-ce qu'il y aurait eu quelque chose à ce moment-là qui aurait fait qu'il ait des pouvoirs? Donc c'est vrai que là aussi, ça permet d'ouvrir une porte et des questions un peu pour tous les joueurs intervenant dans l'histoire. Il serait intéressant à développer. Et c'est vrai que pour en revenir, c'est que j'ai complètement oublié d'aborder le cas de Chris. Là aussi, cette dispute entre les frères Manor, c'est qu'un élément qui s'est rajouté dans cette nouvelle version, puisque comme je vous le disais, à l'origine, c'était l'ange de la semaine, et en gros, Ben créait un cabinet de détectives de l'étrange, on va dire, comme vous pouvez voir dans tas de séries américaines des années 90, et donc forcément, il crée ça, ça peut pas passer inaperçu, il fait non, non, mais j'ai créé ça, mais en fait, j'ai aucune affinité avec les fantômes. Donc il n'y a même pas la question de se poser de le dire à son frère ou pas, c'était sous-entendu qu'il en avait parlé entre temps. Là, vu que j'ai changé et qu'on voit que Ben il continue à essayer d'avoir son train-train, toujours à travailler pour Edmond Co, tout ça, il a révélé à personne ses pouvoirs. Donc, le fait que Bill Roddenberry pardon, vienne le solliciter pour trouver Kim, je crois que là aussi ça pouvait permettre enfin, de mettre un peu en scène cette dichotomie, enfin, ce fait que Ben entende les deux mondes. Et donc comment discuter avec un mort sans que les vivants s'en rendent compte. Donc ça m'a permis de faire cette scène qui est un petit peu drôle, quand on voit qu'il essaye de répondre à l'un, et que c'est l'autre qui le prend pour lui. Et puis finalement, ça fait ce clash avec son frère, qui dit non, mais en fait tu me mens depuis plus d'un mois, en fait tu as des pouvoirs, tu me l'as jamais dit. Donc ça crée une petite tension entre les deux frères, que je trouvais intéressante et qui vont permettre quelques petites choses dans les prochains épisodes. Et donc, voilà, donc ça c'était une scène aussi intéressante à écrire. Et donc, une fois que Ben discute avec Silverman et Michael, comme à l'époque, comme avant, j'avais réfléchi à comment Kim va pouvoir être libéré de tout ça. Après, comment Ben va réussir à quitter le commissariat. Et là aussi, j'avais pensé à en fait, ce qui m'a donné l'idée de cette scène, c'était vraiment le coup de la discussion où Ben dit mais je peux pas partir sans elle, en parlant de Kim. Forcément, Silverman dit mais c'est qui elle? Et que la personne qui est venue l'aider dit il parle de sa tasse, bien sûr. C'est vrai que c'est un truc tellement débile, mais voilà, c'est une chose complètement sortie, une scène what the fuck, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment-là, il dit bon, un avocat vient le chercher, mais au début, il dit ça peut être Charles, comme Charles lui avait dit où c'était, qui envoie un avocat du PRI pour le sortir de là. Mais en réfléchissant, il dit le coup de la tasse, ça peut pas être un avocat normal. On a dit puisqu'en plus cette idée c'était l'idée à la base des Séraphins de faire toute cette histoire d'arrestation, tout ça, c'était un peu essayer d'attirer le fameux traître qu'ils imaginent y avoir au sein du paradis, d'avoir Satan qui débarque, ça peut dire mince, oui, donc lui il est vraiment impliqué dans tout ça, mais ça n'empêche qu'on n'a toujours pas identifié qui était le traître au potentiel. Et puis pareil, comme j'ai déjà dit, j'adore tellement écrire pour Satan, voilà, du coup de le voir débarquer, de faire l'avocat complètement survolté et qui tombe à plat, parce qu'au final, même s'il saute une écharpe du pied de Ben en l'aidant à sortir, c'est que c'était pas prévu, donc il débarque, vous n'en rendez pas compte, vous interrogez mon client comme ça, vous n'avez pas le droit, il fait oui, mais en fait c'est lui qui est venu de son plein gré. Il fait ah bon? Mais oui, mais il aurait pas dû, vous voyez, c'est vous en fait qui en temps. Ça permettait voilà, d'avoir une scène un peu comique. C'est vrai que Dies Irae, c'est une série quand même un petit peu sérieuse, ça tourne autour de la mort, ce genre de choses. Donc de temps en temps, pouvoir introduire des petits éléments rigolos, j'aime bien. Puis voilà, Satan s'y prête bien.
Donc ça permettait, voilà, aussi après le moment un peu de tension qu'il y avait eu avec Hiroel dans un premier temps, et puis d'avoir Ben un peu pris en étau entre Michael et Silverman, ça permettait, voilà, de finir avoir une petite touche légère sur la fin. Et puis donc de conclure après l'épisode, puisqu'on a la petite altercation après à l'extérieur entre Satan et Belial d'un côté et puis Raphaël, Enko de l'autre. Donc voilà, c'était une façon de conclure avec après Charles qui débarque aussi avec Siobhan, et que du coup Ben il dit mince, il est là. Ça permet un peu, si ça permet un peu de se poser des questions sur Charles, parce qu'on dit bon, au début on dit ah, c'est un aveugle qui a des pouvoirs, ok, bon il fait partie du PRI, qui est un peu un groupe qui a l'air d'opérer au niveau mondial, avec tous ces trucs paranormaux, ok. Sauf que là il a réussi à retrouver la trace de quelqu'un qui était retenu par le paradis, donc je veux dire quand même c'est qu'il a accès à un réseau important, et qu'en plus il débarque juste au moment où Ben s'en va. Ça fait beaucoup de coïncidences, donc est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance à Charles ou pas? C'est vrai que c'est une question que se posent les personnages, et je trouvais ça intéressant de finir cette première section avec cette question-là, sachant que voilà, on sait qu'il y a plusieurs choses qui restent en suspens, donc, savoir est-ce qu'on peut faire confiance à Charles, Gabriel qui part de son côté avec, bon pas avec l'Eliel, parce que l'Eliel doit rester pour maintenir le dôme, mais qu'on voit que Gabriel n'a pas l'intention de rester là, avec juste un interrogatoire qu'elle voudra aller plus loin. On va voir qu'est-ce qu'elle prépare pour nos héros. Donc pas mal de questions qui seront plus développées dans le chapitre 7. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que le chapitre 6, ça a été un épisode un petit peu résumé. Ça va peut-être de remettre un peu en place certaines choses qui ont été dites avant pour peut-être les aller dans d'autres directions que et nous et les personnages n'avons pas forcément pensé. Et de préparer le terrain pour vous dire ce que la trilogie Léliel, du coup, ça constitue un peu un deuxième acte avant le troisième gros arc qui va aller jusqu'à la fin de la première partie. Vous verrez à la fin du chapitre 8, ça va se terminer avec un gros rebondissement qui va complètement bouleverser l'univers et les personnages de la série. Mais je vous en dis pas plus, puisqu'aujourd'hui on parle de l'épisode 6. Et donc là j'en ai terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses. Et je vous dis à très bientôt, soit dans les commentaires, soit dans la vidéo du chapitre 7, du behind the scene du chapitre 7 de Dies Irae. A bientôt!